de clôturer cette page journal en accueillant des intervenants de qualité. Dans l'ordre d'apparition, le professeur Xavier Bobiac, UPH en médecine d'urgence, et le professeur Ingrid Minier, professeur de radiologie, tous deux au CHU de Montpellier. On va pouvoir parler de la radiologie initiale des patients traumatisés sévères, avec la phase de déchocage pré- et intra-hospitalière, et ensuite le scanner principalement. Je vais laisser d'emblée Xavier parler, et ensuite on fait un point. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner les discussions. Bon, on verra. Bonjour à toutes, à tous. Merci, Monsieur le Président d'Oxytrauma. Merci à tout le bureau et merci beaucoup à Fanny d'organiser ces visios. Donc, on a prévu avec le professeur Ingrid en effet de vous parler de l'imagerie du patient traumatisé grave. Et moi, je suis médecin urgentiste, donc je vais faire la prise en charge initiale, intra- et préhospitalière. Et puis le professeur Millet vous parlera notamment du scanner. Alors, on est le conflit d'intérêt. J'ai le conflit d'intérêt avec General Electric pour qui je fais des formations pour les clients, futurs clients, des formations d'échographie. Et j'ai aussi un conflit d'intérêt avec ce livre qui a été une demande de la SFMU sur l'échographie clinique en médecine d'urgence. On a de façon récente, c'est-à-dire dans les 5-6 dernières années, au moins 4 référentiels qui peuvent nous aider sur des questions précises et pour rester dans le cadre des RFE. La plupart sont faites évidemment de façon conjointe entre la SFMU et la SPA sur le trauma crânien, le trauma thoracique, le trauma abdominal et le trauma pelvien. Et évidemment, je me référerai à ces textes pour dire un petit peu ce qu'il en est et ce qu'on peut être amené à faire. Alors, une des premières questions qu'on se pose toujours, c'est qu'en est-il de la mortalité, puisque évidemment, ce qu'on essaye de faire de la prise en charge de nos patients traumatisés graves, c'est de limiter au maximum le handicap et la mortalité, et toujours se rappeler qu'il y a une bonne phase qui est préhospitalière dans la mortalité, ou quand on va parler d'imagerie intra-hospitalière, évidemment, les patients auront déjà passé un certain cap. Si on se pose la question de quoi ils décèdent, avec cette publication qui reprenait selon les années, que j'aime bien pour ça. Donc vous voyez dans les lignes, les années 90, 80, 90 et 2000. Et ce qu'on voit, c'est que le trauma crânien est vraiment devenu la cause principale de décès de ces patients traumatisés graves, suivi du choc hémorragique. Et si on parle de la prise en charge initiale, vous avez aussi la détresse respiratoire et les deux autres, le sepsis et le syndrome de défaillance multiviscérale, sont des causes un petit peu plus retardées. Du coup, si on devait résumer, puisqu'avant de parler d'imagerie, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir pourquoi on en fait, quelles sont les questions qu'on peut être amené à poser à l'imagerie. Vous avez deux grands cadres toujours, quand même, qui est le cadre du patient qui est plutôt stable et l'autre plutôt instable, même s'il faut faire attention à ces classifications, on reviendra dessus. Chez l'instable, la question qu'on va poser, c'est y a-t-il un œdème cérébral demandant une prise en charge thérapeutique particulière, sachant que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la gestion des axos chez un patient traumatisé grave avant un bilan lésionnel, il faut faire tous comme s'ils étaient patients traumatisés crâniens graves. Et puis les deux autres questions, c'est s'il est instable d'un point de vue hémodynamique, y a-t-il un foyer de saignement et si oui, où est-ce qu'il est, notamment s'il est occulte, bien sûr. Et le deuxième, c'est y a-t-il une détresse respiratoire et si oui, pour quelle raison? Et ceci va amener à est-ce que je peux la prendre en charge et la traiter de façon assez rapide. Chez le patient stable, la question de l'œdème cérébral est quand même présente. Par contre, il y a deux questions qui sont majeures en termes de pronostic, et on reviendra vraiment sur ce côté très pronostique de l'imagerie, qui est y a-t-il un risque de passer en choc hémorragique, c'est-à-dire est-ce que le patient, là pour l'instant, il est stable, mais est-ce qu'il risque de se dégrader? Et notamment, on le reverra, mais l'association épanchement abondant chez un patient traumatisé grave à la phase initiale est quand même en faveur d'une dégradation hémodynamique qui risque d'arriver. Et puis la même chose d'un point de vue respiratoire, et on le reverra avec une question toujours la même, qui est de dire est-ce que je peux amener un patient au scanner avec, par exemple, un pneumothorax de grande abondance, et évidemment qu'on prendra des décisions thérapeutiques en fonction des réponses à ces questions. Donc on en revient en fait souvent aux trois questions principales
qu'on pose à l'imagerie initiale, qui est le foyer de saignement occulte, est-ce qu'il y en a un? Et si oui, est-ce que j'arrive à le localiser? Est-ce qu'il y a une cause de détresse respiratoire qui soit déjà ou pas encore en détresse? Et y a-t-il un œdème cérébral, ou en tout cas quelque chose à traiter? Alors, la première partie que je traiterai, c'est l'imagerie en salle de déchocage, c'est-à-dire à l'accueil du patient, alors que ce soit dans des SOM, dans des salles de déchocage, quelle que soit la dénomination qu'on donne à l'accueil. Et j'aime bien toujours montrer ces diapos qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais que je trouve très très sympa à voir, qui sont les expérimentations qui ont été faites de mettre des scanners à l'intérieur des salles de déchocage. Alors là, vous avez un schéma, ici vous l'avez en photo. Alors c'est assez rigolo parce que ces publications datent toutes d'une dizaine d'années à peu près. Et puis en 10 ans, ils n'ont pas été très capables de montrer le bénéfice pour le patient de ces structures. Alors, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait moins de transfert de brancard, hein, évidemment, ce genre de choses. Mais je trouve ça assez intéressant, la dynamique de dire que le scanner est tellement important, et on le reverra, et c'est une réalité, que certains se sont dit, ben, on va carrément le mettre à l'intérieur de la salle de déchocage. Donc, je le redis, il n'y a pas franchement de preuves pour dire qu'il faut aller vers ces structures-là. Par contre, la question qu'on peut se poser dans le parcours du patient, c'est quand je me pose une question à l'imagerie, est-ce que je me pose toujours les mêmes questions en fonction du parcours du patient et de ce qui va devenir? En bref, quand j'ai pris en charge mon patient en prise hospitalier, il y en a un tous les 2 ans, tous les 3 ans, qui va peut-être aller au bloc opératoire. On en parle pendant longtemps parce qu'on trouve ça très atypique, mais c'est quelque chose d'assez atypique. Deuxième chose, c'est que vous avez certains circuits qui favorisent le passage des patients directement aux scanners s'ils sont pris en charge de façon médicalisée s'ils sont stables. Mais ça aussi, c'est quelque chose dont je ne traiterai pas parce que moi, on m'a demandé de traiter l'imagerie initiale et notamment des chocages. Et là, ben, s'il va directement au scanner, évidemment, ce n'est plus le problème. La grande majorité des patients traumatisés graves en France sont pris en charge de façon médicalisée en hospitalier et vont dans une salle de déchocage. Et c'est à cela dont on va s'intéresser. Et sachant que du déchocage, il va y avoir 2 orientations. Une qui est quand même relativement rare, assez rare et qui devient de plus en plus rare. Et on en rediscutera notamment certainement avec les techniques de scanner, qui est directement une sanction thérapeutique dans une salle d'interventionnel, qu'elle soit bloc opératoire ou embolisation, et puis la grande majorité qui va faire déchocage et derrière scanner, mais avec plusieurs types de scanners différents. Ça, c'est pas moi qui vous en parlerai, mais par contre, avec une majorité des patients qui derrière vont avoir besoin de réanimation, parce que l'idée de dire que la majorité des patients traumatisés graves ont besoin d'une sanction chirurgicale en urgence n'est pas réelle. Hein. Vous avez des sanctions chirurgicales en urgence, mais la majorité ont besoin d'une réanimation bien conduite, voire de chirurgie, des fois retardée, mais des fois, il y a besoin évidemment d'une sanction de suite après le scanner. Et dans ce cas-là, selon le type de scanner, certains patients doivent retourner au scanner parce qu'on n'avait pas réalisé un vrai bilan lésionnel. Et puis, évidemment, ces patients graves finissent en réanimation. Alors, pourquoi je m'attarde et je prends le temps de cette diapositive qui est un peu à côté du sujet? Parce qu'en fait, la question qu'on va se poser en salle de déchocage, c'est de dire pourquoi est-ce que je vais faire des examens d'imagerie alors que je le mets là, en gros, la grande majorité des patients vont aller derrière vers un scanner qui sera considéré en termes d'imagerie comme le gold standard. Alors, une des réponses, c'est parce qu'il y a très peu de patients, mais il y en a certains qui ont besoin d'une sanction thérapeutique immédiate, mais il y a d'autres éléments de réponse et je viendrai sur ces autres éléments de réponse. Alors, quand on discute d'imagerie en salle de déchocage, on est tous un peu, en tout cas moi je me sens comme ça, les enfants de la publication de Pétel, hein, qui maintenant a 20 ans, et qui à 20 ans disait, ben, regardez, on prend 3 imageries simples, qui sont la radio de thorax, la radio du pelvis et l'écho abdo, à cette époque-là, réalisé par un radiologue en salle de déchocage, et il avait regardé les décisions appropriées, inappropriées, vues sur cette triade, et en disant, ben, regardez, globalement, on prend des bonnes décisions avec ces 3 examens-là. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une chose qui a évolué, autant la radio thorax et la radio pelvis, elles sont restées à peu près de la même technique, autant il y a une chose qui a évolué, c'est vraiment le contexte, le concept de FAST, et du fait que l'échographie était faite par le clinicien et n'était pas uniquement abdominale, mais étendue également au thorax. Alors, je reviens très rapidement là-dessus, même si ce n'est pas le but de mon propos. Hein. Quelles sont les questions qu'on va poser? Y a-t-il un épanchement péritonéal ou non? Donc ici, sur l'image de droite, vous avez un épanchement dans le Morrison. Ici, sur l'image de droite, vous avez un épanchement rétrosplénique, hein, c'est-à-dire entre la rate et le diaphragme. Et sur celle-là, derrière la vessie, toujours l'image pathologique, alors c'est à gauche, pardon, hein, quand on regarde en face, sur l'image de gauche, et à droite, là où il y a écrit bon, ben, il n'y a pas d'épanchement. Donc ça, c'est une des questions qu'on va se poser.
Je reviendrai sur le fait derrière qu'il y a une donnée de quantification qui est quand même intéressante. La même chose au niveau du thorax avec un hémothorax à gauche, massif, avec un poumon qui est complètement ratatiné. Et puis la question du pneumothorax également, avec, alors j'ai mis assez typique, un glissement pleural présent à gauche et qui n'est pas à droite. Et enfin, l'épanchement péricardique qui sera rare, et on reviendra sur les limites, mais c'est quelque chose d'assez rare et très très rare dans le trauma fermé. C'est surtout dans le trauma ouvert où on peut en rencontrer quelques-uns. L'idée, donc je me suis permis de mettre une publication du docteur Charbit parce qu'il est président de l'Oxytrauma, donc c'est un peu... Non, l'idée c'est de dire que l'interprétation de la face, il va falloir s'en méfier, parce qu'en fait, la face, elle va vous donner des images, et il faut que cette image passe par le moulin de votre cerveau pour les interpréter. Ici, c'est l'exemple typique avec 185 patients traumatisés graves avec des fractures pelviennes, et dans lequel les auteurs se sont posé la question de savoir si la présence d'un épanchement péritonéal permettait de prédire un foyer de saignement intrapéritonéal. Et vous voyez que la valeur prédictive positive, elle est à 39%, c'est quand même catastrophique, et chez les patients hypotendus, 45%, pour des épanchements qui sont modérés ou larges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un patient instable à qui je trouve un épanchement péritonéal modéré ou large, j'ai 45% des patients qui ont un foyer de saignement intrapéritonéal, ce qui est quand même une minorité. Alors pourquoi? C'est écrit en haut de la diapo, en gros, hein, parce que ce sont des patients avec des fractures pelviennes. Et donc, un des enseignements de ça, c'est de dire attention, les saignements rétropéritonéaux diffusent dans le péritoine, et quand vous interprétez les données de votre face, ce n'est pas parce qu'il y a un épanchement dans le péritoine que le foyer de saignement est dans le péritoine. Cela dit, vous avez des grandes revues de la littérature, et là les dernières de la Cochrane, qui vous donnent la pertinence de la face au niveau thoraco-abdo pour dépister un épanchement. Alors là, que ce soit aérique ou liquide, aérique pour le pneumothorax. Donc vous voyez qu'on est sur des sensibilités de 78%, spécificité de 97%. Donc en bref, c'est très spécifique. Et si on pose une question qui est encore plus large, qui est, y a-t-il une lésion? Ben là, vous avez une spécificité à 96 et une sensibilité à 74. Alors ça, c'est quelque chose qui sera très intéressant en préhospitalier. Je reviendrai dessus, puisqu'en fait, vous avez une très bonne spécificité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un patient sur lequel les critères de cinétique, les critères de gravité, vous posez des questions, vous n'arrivez pas trop à savoir, si vous lui trouvez quelque chose à la face, clairement, c'est qu'il a bien une lésion quelque part. Et ce patient, il va falloir le surveiller et le prendre en charge comme un patient qui a déjà des lésions significatives. Alors, pour moi, la nouvelle étude de Pétel, c'est celle de Zileskevich dans un jury 2018, hein, dans lequel il a fait la même chose qu'avait fait Pétel en 2001, mais par contre, il l'a fait sur les données de la face thoracique et abdominale, et toujours la radio-thorax et la radio-bassin. Et il s'est posé les mêmes questions que s'était posé Pétel en 2001, c'est-à-dire, y a-t-il des décisions inappropriées? Alors, cette étude, pour l'instant, est monocentrique, une autre concours multicentrique, et dans lequel il a retrouvé 2 décisions inappropriées, une positive et l'autre négative à cause de l'échographie, et 15 décisions inappropriées à cause des radiographies, que ce soit thorax et bassin. Donc globalement, ce n'est pas beaucoup, il faut quand même le dire. Dans le nombre de patients pris en charge, ce n'est pas beaucoup, et les décisions inappropriées n'ont pas entraîné des séquelles létales dans son papier. Alors, une des questions qu'on peut se poser du coup, c'est faut-il cumuler les examens? Puisque je vous dis qu'on va faire de l'IFAST en regardant le thorax, pourquoi faire une radio de thorax par-dessus? Alors déjà, il y a un raisonnement qui est avec un niveau, on va dire, d'impact qui n'est pas forcément très élevé, mais je pense qu'il est important à reprendre à chaque fois, c'est de se poser la question, est-ce qu'on ne fait pas des imageries à titre systématique? Ici, ce sont des auteurs qui ont repris 9900 patients traumatisés au niveau du thorax et qui se sont posé la question de quelles étaient les pathologies trouvées significatives. Et vous voyez, chez les patients qui ont eu une radio, qui ont eu un scanner ou qui ont eu les deux. Et en fait, ils ont comparé ça aux doses d'irradiation que ça représentait. Et du coup, ils ont fait un rapport entre les deux. Et je pense que c'est assez intéressant parce que ces imageries qu'on fait dans les salles de déchocage, elles n'ont pas de filtre. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas les radiologues avec qui vous en discutez. Hein, normalement, ce sont des choses qui sont assez automatiques. Et donc, on a ce biais potentiel de dire on va demander systématiquement des radios en salle de déchocage, puisqu'il n'y a aucune discussion médicale sur leurs indications ou sur le fait de ne pas en faire. Et quand on regarde le papier des Grenoblois sur la pertinence de l'examen clinique plus radio ou la pertinence de l'échographie sur les principaux diagnostics thoraciques post-traumatiques, on se dit que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question sur la pertinence de garder cette radio thorax. Alors, que disent les guidelines de tout, du coup?
Les dernières RFE sur le trauma thoracique, elles disent que chez un patient qui est instable d'un point de vue hémodynamique, on va garder cette radiothorax, notamment parce que son imprécision, le fait de ne voir que les gros pneumothorax, etc., va être très utile pour des décisions thérapeutiques initiales et qu'on va la coupler quand même à la face. Donc, on va garder ces deux examens-là. Par contre, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut la garder quand le patient est stable? Et moi, j'avoue que j'aime bien ce papier de Sophie Amada, qui date de 2016, dans lequel, vous voyez tout le protocole. Hein, on se pose la question, est-ce que le patient peut le considérer comme stable? Si on peut le considérer comme stable, c'est à gauche, on va lui faire que la face détendue, on ne fait aucune radio. Et si on le considère comme instable, c'est à droite, on va lui faire la face détendue plus les radios, radio du pelvis et radio du thorax. Et en appliquant ça, il y a un nombre de décisions qui posent problème et de diagnostics qui posent problème qui sont négligeables. Et je pense que ce type de raisonnement est actuellement ce qui semble être recommandé. Et d'ailleurs, si on reprend les recommandations sur le trauma thoracique, ils disent bien que les experts suggèrent de faire une échographie pleuropulmonaire et pas de faire radiothorax si le patient n'a pas de critères de gravité ou est stable d'un point de vue hémodynamique et respiratoire. Et je ne rentrerai pas trop dans les détails de la radio du bassin, mais pour résumer, c'est le même raisonnement. Ici, vous avez les recommandations du trauma pelvien grave, dans lequel il est écrit en haut que si le patient est instable, il va falloir lui faire une radio de bassin en salle de déchocage. Et il est écrit en bas que si le patient est stable, vous n'avez pas à lui faire de radio de bassin. Donc, on est sur le même schéma que la radio de thorax. Alors, je vous avais dit, pourquoi faire de l'échographie à des patients qui vont avoir un scanner juste après? Pour moi, une des raisons, elle est représentée ici par un papier du docteur Charbit, tiens, aussi, que je trouve assez génial en termes de message. Ce qui est entouré en rouge, vous avez la quantité d'hémopéritoine à l'arrivée à l'hôpital et les pourcentages de patients qui vont bénéficier de transfusion massive. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que plus les patients ont un hémopéritoine abondant et plus ils ont des chances d'avoir besoin de transfusion massive derrière. Et ça, c'est un vrai côté pronostic de la phase qui est hyper important et qu'on n'interprète pas assez souvent dans ce cadre-là. Si j'ai un épanchement large, et je vais revenir sur le préhospitalier, encore plus en préhospitalier, il faut que je considère que mon patient va avoir plus besoin de transfusion, de chirurgie, d'embolisation. Enfin, en tout cas, il va avoir besoin d'un plateau technique et de soins beaucoup plus importants. Et ça me permet d'alerter et d'avertir tout le monde. Un petit message, parce qu'on m'a demandé l'imagerie initiale. Donc, à savoir que dans les repos sur le trauma crânien, il y a un type d'imagerie qui a été marqué, recommandé avec un niveau de preuve qui n'est pas très important, parce qu'il faut probablement. C'est le Doppler transcrânien. Donc, j'en dirais juste un petit mot. Alors, beaucoup de gens se perdent dans le Doppler transcrânien. Moi, je reste très schématique. Vous avez en rouge le plus près une artère qui est à faible résistance, donc avec une vitesse diastolique élevée, ce qui donne une surface sous la courbe élevée, donc un débit important et continu, c'est ce qu'on a dans le cerveau. Et si vous allez vers le bleu au fond, des artères à haute résistance, dans lequel vous perdez cette vitesse diastolique, et donc dans lequel, si vous aviez un vaisseau qui donnait un débit comme celui rouge, s'il passe au bleu, vous avez une diminution du débit sanguin, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on va évaluer le débit sanguin cérébral. Et je n'aurai pas le temps de le décrire ici, mais l'index de pulsatilité qui est calculé va augmenter en fonction de la résistance aussi. Et du coup, si on regarde cette surface sous la courbe de mon complexe Doppler, qui pourrait être considéré comme le débit sanguin cérébral, vous avez plein d'éléments qui font varier. Donc, une des premières choses à dire, c'est si je voulais utiliser, comme les recommandations me le demandent, le Doppler transcrânien en salle de déchocage, il faut quand même en connaître d'emblée les limites en disant, vous voyez, si vous avez de l'anémie, si vous avez de l'hypercapnie, si vous avez bien sûr des problèmes hémodynamiques, l'interprétation de ce Doppler risque d'être à prendre avec des pincettes. Et si je veux rester très simple, je dirais qu'on peut dire que le DTC, on peut évaluer d'une certaine façon, en tout cas refléter le débit sanguin cérébral, et que les cutoffs qui sont publiés, c'est que si vous avez un IP supérieur à 1,4 ou un PD inférieur à 20, il faut très probablement faire une action thérapeutique. Mais la première à se poser toujours, c'est est-ce que mon patient n'est pas en hypo ou en hypercapnie avant d'aller voir s'il faut mettre notamment du magnétome. Je finirai par l'imagerie préhospitalière rapidement, disons que parce qu'on a des échographes de poche, des échographes portables, et parce qu'on s'est formé, on peut faire l'écho en préhospitalier, que Watcher en 2006, ça date de 15 ans, avait montré que quand on comparait l'examen clinique plus écho, ce qu'on faisait, c'est qu'on améliorait la spécificité. Or, cette amélioration de la spécificité, elle permet une communication qui est beaucoup plus facile
avec les intervenants, notamment réanimateurs à l'arrivée, etc. Et qu'eux, ils avaient vu des modifications de traitement et des changements de destination. Alors, sur un changement de destination, j'y reviendrai. À mon avis, il y a des interrogations à se poser. Ce qu'avait montré Pierre-Marie Brun à Marseille, c'est qu'on pouvait même la faire sur place en roulant les deux, si jamais on a la possibilité. Je vous rappelle que toutes les 10 minutes d'augmentation de prise en charge préhospitalière, on augmente de 4% la mortalité des patients traumatisés graves. Donc le but n'est pas de faire cette technique pour augmenter les délais de prise en charge. Et ce papier que j'aime beaucoup, qui est un papier d'urgentiste, dans lequel ils ont montré la sensibilité, la spécificité de l'écho en préhospitalier pour l'hémopéritoine et le pneumothorax. C'est surtout pour l'hémopéritoine où ça me paraît particulièrement pertinent. Vous voyez une sensibilité à 46%. Pourquoi? Parce qu'on est très précoce. Donc autant s'il y a un épanchement, c'est un critère de gravité parce qu'il est déjà là alors qu'on est précoce, autant s'il n'y en a pas, et il faut se méfier parce qu'il ne peut pas avoir eu le temps encore de se constituer. Et donc, du coup, dans les recommandations, quand on a posé la question de l'intérêt de la PFAS sur l'orientation, ben, il n'y a pas eu de réponse. On ne sait pas aujourd'hui si sincèrement ça aide dans un schéma construit, et notamment comme les oxytraumas pour lequel on est là aujourd'hui. Honnêtement, je ne suis pas sûr que la fasse beaucoup changer l'orientation. À la limite, elle pourrait faire upgrader la gravité d'un patient qui initialement avait été considéré comme pouvant aller dans un centre différent de niveau 1. Et enfin, juste pour vous dire que ça existe, de se poser la question, est-ce qu'on est capable de faire du Doppler transcrânien en préhospitalier, mais avec des études qui ont été faites avec des gens dédiés qui sont allés sur les lieux pour les faire, en plus du médecin sur place. Donc, je dirais que pour l'instant, c'est vraiment un gros point d'interrogation de savoir, moi je ne suis pas archi convaincu de savoir si c'est facile. Pour finir, les messages. Pour la phase, j'aime toujours rappeler les limites. Donc, les faux négatifs, on l'a dit, la phase précoce, le patient stable, hein, sur lequel vous pouvez avoir l'absence d'épanchement alors qu'il y a un foyer de saignement. Le faux positif, c'est le rétropéritoine qui diffuse dans le péritoine. Alors, ce n'est pas vraiment un faux positif, mais en tout cas, il n'y a pas de foyer de saignement dans le péritoine. Pour le péricarde, je n'ai pas pris le temps de vous en parler, mais les épanchements aigus ne sont jamais de grande quantité. Donc, ils sont au mieux modérés. Les signes de compression à rechercher. Et au niveau des plèvres, la seule limite qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on prend des décisions thérapeutiques de drainer uniquement sur de l'écho. Sur l'hémothorax, ça ne pose pas un énorme problème. Sur le pneumothorax, la quantification est un peu compliquée, ou alors si le patient est instable, ça ne pose pas trop de problème. Pour faire l'enchaînement avec la présentation d'Ingrid après, ce papier de 2018 dans Journal of Trauma, dans lequel vous avez la sensibilité et la spécificité de l'examen clinique de la radio, de la FAST et du cumul pour l'ensemble, je dis bien pour l'ensemble des diagnostics thoraciques, c'est-à-dire fracture costale, etc. Et c'est juste pour vous dire, vous voyez que vu les sensibilités, ces examens ne sont pas faits pour faire un bilan lésionnel. Donc, si je reviens sur mes questions initiales, voilà les questions qu'on se pose et à quoi ça sert. Un petit peu pour l'orientation, vous voyez que je l'ai mis en petit, mais surtout pour la mise en place de certains traitements, les procédures sur place, comme par exemple un drainage thoracique à faire en urgence, et une cotation de pronostic, et également d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire j'ai un épanchement abondant, je peux déjà dire à tout le monde, ce patient, il va avoir besoin de beaucoup de sang et de prise en charge technique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous voulez qu'on enchaîne. Oui, on enchaîne, on fera les questions à la fin. Alors, je vous dis en attendant qu'on change le partage d'écran avec le professeur Ingrid Millet, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Hein. On y répondra à la fin et on le fera avec plaisir. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Visiblement, personne ne m'entend. Ingrid, tu as la possibilité d'activer ta Oui, moi j'entends très bien. caméra. Là, je suis en train d'essayer, ça y est. Ouais. C'est bon. Et ton micro, parce que je ne sais pas si tu nous parles, mais là, on ne t'entend pas. Oui, je vous parle. Je vous parle, mais visiblement, personne ne m'entend. On m'entend? En fait, je crois que ceux qui sont en ligne m'entendent très bien, mais ceux qui sont dans la salle ne m'entendent pas. Ah. Est-ce que moi, c'est tout bon?
Xavier, tu m'entends? C'est bon, on t'entend, Ingrid. Oui, ça y est? C'est bon. Ok, super. Bien, merci beaucoup. Donc, moi, je suis en visioconférence parce que je n'ai pas pu me déplacer. Donc, je remercie beaucoup les organisateurs pour avoir cette possibilité de pouvoir intervenir à distance. Merci beaucoup à Jonathan, hein, qui est un collègue et ami également pour cette invitation, et à Xavier de m'avoir proposé de parler du scanner. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Ingrid Millet, je suis radiologue au CHU de La Péronie à Montpellier, et je m'occupe particulièrement de tout ce qui est en charge de la traumatologie, mais plus globalement de l'imagerie des urgences. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler du scanner. Et comme l'a dit Xavier, cette modalité d'imagerie a vraiment une part très importante dans le bilan lésionnel de vos patients. Alors, on m'a demandé d'intervenir principalement sur le patient grave, c'est ce que j'ai compris. Vous savez que la gravité, elle est évaluée en 3 grands stades. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser principalement aux patients instables que je qualifierais de grade A et aux patients critiques que vous arrivez à stabiliser grâce à vos mesures performantes de réanimation, donc ce que l'on va qualifier de grade B. Pour ce qui concerne les patients de grade A, les recommandations aujourd'hui sont de réaliser ces examens d'imagerie au lit du patient, puis d'aller au bloc opératoire en cas d'impossibilité de les stabiliser. Mais je vais vous parler d'un protocole que l'on a mis en place dans le service à Montpellier, un protocole de scanner très accéléré qui va permettre de détecter le site du saignement actif pour être encore plus performant en allant au bloc opératoire, puisque le chirurgien saura exactement à quel endroit il va devoir intervenir. Donc, on va y revenir. Pour les patients de grade B, il n'y a pas tellement de discussion, hein. Vous savez que vous devez venir au scanner pour réaliser un scanner qui va vous aider dans la prise en charge en détectant les différents éléments dont a parlé Xavier au niveau cérébral, thoracique et abdominal. Alors, un petit mot sur l'installation du patient. Quand vous arrivez au scanner, il y a un élément qui est fondamental pour nous, pour les radiologues, pour l'interprétation des images, pour éviter d'avoir des images dégradées, comme vous le voyez ici sur cette image, où on a des artefacts qui sont principalement liés ici au bras du patient, qui sont liés le long du corps. Et vous comprenez bien que quand on a ce type d'image avec des bandes en hypodenses, hyperdenses comme ceci, eh bien, ça peut masquer facilement des lacérations ou des contusions ici sur le foie. Alors, ce qu'on va vous demander, que ce soit donc en réanimation ou aux urgences, c'est de déshabiller le patient, et c'est fondamental, puisque tout élément, que ce soit des ceintures, que ce soit des pressions ou que ce soit d'autres éléments métalliques, eh bien, ça va entraîner ces artefacts et donc limiter l'interprétation. Donc, on voudrait bien que tout ce qui est montre, bijoux, les clés dans les poches, les pinces dans les cheveux, si c'est possible, hein, évidemment, hein, si le patient n'est pas trop instable, mais enfin, dans la majorité des cas, ils ne le sont pas. Donc, enlever tout ce qui est possible et retirer aussi les contentions, sauf la minerve, évidemment, qu'il faut garder jusqu'à ce qu'on ait pu éliminer d'éventuelles lésions sous-jacentes. On va vous demander aussi de clamper la sonde urinaire si jamais cette dernière a été posée, puisque cela va avoir un impact, notamment dans les traumatismes du bassin, si on veut faire le bilan exhaustif des lésions urinaires associées. Et donc ça, c'est un élément important, même si je vais vous exposer aussi un moyen de contourner ces difficultés diagnostiques. Et le matériel de réanimation, donc j'entends par là le respirateur, les seringues électriques. Il faut au maximum aussi les retirer du champ d'exploration. Donc, on a pour habitude de les mettre au pied du patient ou à la tête du patient, enfin, donc le plus loin possible, de préférence au pied, le plus loin possible de la source de délivrance des rayons ionisants, ou on peut utiliser aussi, comme c'est le cas ici à Marseille, ces petites tables qui sont mobiles et qui permettent vraiment de positionner donc, le matériel en dehors du scanner. Un autre élément important, et je vous en ai parlé, c'est la position des bras.
Alors, quand on fait le scanner, on commence souvent l'acquisition par imager le crâne et le rachis cervical. Et à ce moment-là, les bras peuvent être laissés le long du corps puisque le volume d'acquisition, eh bien, il est bien déterminé. Et puis, les bras le long du corps, c'est la position physiologique. Mais lorsque là, on va vouloir étudier le thorax et l'abdomen, eh bien, les bras vont nous gêner et vont créer des artefacts. Donc, dans la mesure du possible, il est nécessaire et fondamental de les relever comme ceci au-dessus de la tête. Alors, on peut soit les maintenir par des contentions élastiques, soit les nouveaux scanners permettent d'ailleurs, et Jonathan, tu vas pouvoir le voir grâce à notre nouveau scanner, de positionner les bras dans des cales automatiques qui permettent donc de les maintenir au-dessus de la tête. Si vous ne pouvez pas relever les deux bras, parce que vous avez un traumatisme de la ceinture scapulaire, par exemple, eh bien, il faut au moins essayer d'en relever un, c'est mieux que rien. Et si vous ne pouvez pas les relever, eh bien, je vous conseille d'investir dans ce type de coussins, qui sont dans des coussins thoraciques. Ça, nous, on en a des petits de ce style-là en bleu ou on en a des plus gros, et qui permettent en fait d'éloigner les bras du champ de vue, et ainsi, eh bien, il n'y a pas d'artefact sur la zone que l'on souhaite étudier. Donc ça, c'est vraiment fondamental si on veut avoir des images de qualité pour des diagnostics de qualité. Et pour finir, il est important également de positionner la tête dans la tétière, donc ce qui n'est pas le cas chez ce patient. Souvent, quand ils sont assez graves, on les passe directement du brancard sur la table et puis voilà, on ne fait rien de plus. Et ça, c'est un double problème. Un premier problème parce que l'examen cérébral il sera de moins bonne qualité et pour détecter les petits saignements, ça sera plus difficile. Et le deuxième élément, c'est que ça va entraîner un surcroît d'irradiation d'environ 50% du patient. Et comme ce sont des patients jeunes, évidemment, ce n'est pas forcément très souhaitable pour leur vie et pour le risque de cancérogénèse à long terme. J'y reviendrai également. Donc voilà les éléments fondamentaux sur l'installation du patient. Quid de la dosimétrie? Un scanner, un body scanner, vous allez voir, ça irradie les patients. Ça représente environ 10 années d'irradiation naturelle pour un patient. Partant du principe qu'on a tous les jours un rayonnement cosmique et tellurique qui qui irradie notre corps. Eh bien, le scanner, donc, ça représente à peu près 10 années de cette irradiation naturelle que l'on délivre en une seule fois. Et dans les études les plus pessimistes, on estime que ces doses d'exposition vont correspondre à un décès additionnel par cancer radio-induit tous les 100 patients polytraumatisés. En d'autres termes, et c'est une autre étude qui a dit un peu la même chose en fait, c'est que le risque de développer un cancer radio-induit après un scanner corps entier est de 0,08%. Donc, ce que je veux vous dire avec cette diapositive, évidemment, dans le cadre d'un patient instable et polytraumatisé, il n'y a absolument pas de question à se poser. Le bénéfice à réaliser le scanner est bien supérieur à celui de l'irradiation engendrée. En revanche, quand ces patients, vous allez les avoir en réanimation, ces patients jeunes, et qu'on va faire des contrôles, beaucoup de contrôles, eh bien, ça sera d'autant plus de doses qui vont s'ajouter. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra essayer d'être un peu plus critique et pertinent dans la demande d'examen. Je vais vous présenter les 3 protocoles de scanner que l'on a pour habitude d'utiliser dans le service pour la prise en charge de ces patients. Le premier protocole, c'est le protocole vraiment classique qui est très vraisemblablement réalisé dans vos départements avec 3 hélices, donc 3 passages de scanner. Une première hélice qu'on va faire sans injection sur le crâne et le rachis cervical. Une deuxième hélice qui va être réalisée après injection avec un temps artériel. Donc l'objectif, c'est vraiment de voir la perméabilité des artères et donc les saignements actifs. Et cette hélice, elle va partir depuis la base du crâne jusqu'au pelvis et voire même jusqu'à la pointe des pieds si vous avez un doute sur un traumatisme vasculaire des membres inférieurs. Les nouveaux scanners permettent sans problème de couvrir tout ce volume d'acquisition en un faible temps, donc de la tête aux pieds. Ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, l'étude systématique des vaisseaux du cou fait vraiment partie intégrante des scanners. On n'utilise plus des critères de mécanismes lésionnels ou des critères de fracture cervicale pour faire ces angioscanners secondairement. On l'inclut dès la prise en charge dans le cadre du scanner initial.
Et puis, on fera ensuite un temps veineux sur l'abdomen et le pelvis. Et en fonction de ce que l'on va rencontrer comme lésion, on pourra faire des temps tardifs en fonction de ce qu'on veut caractériser, soit un saignement, soit des lésions rénales ou plus bas de l'appareil urinaire. Donc, l'ensemble de ce scanner, c'est ce que je vous ai dit, c'est à peu près 20 à 25 millisieverts, ce qui représente donc 10 ans d'irradiation naturelle. Ici, un exemple pour vous montrer que ces vaisseaux du cou, qui font partie donc intégrante de nos examens, bien que les bras soient surélevés, puisqu'on va privilégier l'étude du thorax et de l'abdomen, on arrive quand même à avoir des excellentes reconstructions et des excellentes opacifications en voyant très bien donc, les carotides et les vertébrales. Deuxième type de protocole, alors ça c'est un protocole que l'on a mis en place il y a maintenant quelques années. C'est un protocole qui a pour objectif de diminuer l'irradiation chez ces patients sans pour autant diminuer la performance diagnostique. Donc, quelle est la subtilité de ce scanner? C'est qu'on ne va pas faire une double hélice sur l'abdomen, mais on va faire une seule hélice par un petit biais technique qui est qu'on va injecter du produit de contraste à 2 reprises, mais en faisant une seule acquisition. Et donc, on va avoir un temps qui sera à la fois artériel et à la fois un temps veineux. Donc, ces scanners doivent, à mon sens, être réservés aux patients qui n'ont pas de suspicion de saignement actif, donc qui ne sont pas en instabilité hémodynamique et pour lesquels vous n'avez pas de suspicion de choc hémorragique, bien sûr. Donc, ces scanners, ils doivent être préférentiellement réservés aux patients qui ont des accidents à faible vélocité ou avec un examen clinique qui n'est pas très inquiétant. Et nous, comme les patients sont adressés à Montpellier de façon différente en fonction de la sévérité, soit au trauma center, soit au service d'accueil des urgences, on a décidé donc de réserver plutôt ce protocole à tous les patients qui arrivaient au service d'accueil des urgences, partant du principe, et c'est la méthode de régulation, qui sont donc moins graves que les patients de réanimation. Donc ça, c'est un protocole qui est intéressant. Même si vous vous trompez ou si nous on se trompe et qu'il y a un saignement actif, on arrivera à le voir quand même. On a quelques moyens pour le caractériser aussi entre artériel ou veineux. Mais c'est un scanner qui a pour objectif de diminuer l'irradiation et il le fait très bien puisqu'il diminue d'environ 30 à 40% la réduction de dose, ce qui est donc intéressant dans cette population jeune. Enfin, le dernier protocole de scanner, qui est ce fameux protocole choc hémorragique. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place à Montpellier. Je ne sais pas si dans d'autres centres, certains en ont eu l'idée. L'idée étant que devant ces patients, donc c'est uniquement réservé aux patients qui sont instables et pour lesquels, normalement, après une phase éco-positive, on est censé aller au bloc opératoire. Et dans ces cas-là, on a voulu montrer l'endroit du saignement actif en faisant un scanner très rapide. Donc l'objectif, c'est vraiment de traquer le saignement actif, c'est tout, c'est le seul objectif de ce scanner. On ne pourra pas faire le bilan lésionnel intracérébral, par exemple, parce que c'est un scanner qui est injecté et l'objectif est de le faire de façon très rapide. Donc comment on s'organise ? À partir du moment où le réanimateur a un patient très grave, il nous appelle, il nous dit « j'ai un patient très grave, on va faire un protocole choc hémorragique ». C'est le réanimateur qui décide de réaliser ce protocole parce que lui seul connaît évidemment la gravité du patient. À ce moment-là, on libère, nous, la table du scanner, on branche le produit de contraste iodé, le manipulateur prépare tout le nécessaire de programmation pour l'acquisition. Les réanimateurs arrivent, on met le patient d'emblée sur la table, les seringues sont branchées immédiatement et on lance l'hélice immédiatement au temps artériel. Donc l'objectif, c'est de faire une hélice, donc une acquisition au temps artériel de la tête aux pieds, et puis une deuxième acquisition veineuse de la partie supérieure du thorax jusqu'au bassin pour caractériser et pour identifier les saignements actifs et donc les extravasations de produits de contraste. Et ensuite, le patient s'en va et on ne regarde pas les images. Et donc, vous voyez qu'il reste sur la table du scanner pendant environ, on ne va pas dire 70 secondes, mais il doit rester sur la table du scanner pendant 4 minutes. Et le temps d'installation, qui est le temps le plus long, l'ensemble de ces éléments, installation plus scanner, on arrive très facilement en dessous de 15 minutes. Le patient part au bloc opératoire et pendant ce temps, nous, on regarde les images et puis on leur dit c'est bien là que ça saigne et donc on adapte le geste opératoire. Donc, quand ce protocole choc hémorragique est déclenché, toutes les équipes sont informées par téléphone au moment où le scanner est réalisé pour que toutes les équipes de prise en charge urgente soient sur place.
Voilà, donc c'est un protocole que l'on a déjà pu réaliser plusieurs fois et je vais vous montrer un exemple avec un patient. Donc, au terme de ces scanners, quels qu'ils soient, notre rôle est bien de faire un bilan exhaustif de toutes les lésions. Alors, la SFR avait émise, il y a quelques temps maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans, une espèce une proposition de diagramme comme cela, où on pouvait cocher les différentes. Donc, vous adoptez dans vos centres ce que vous le souhaitez, mais enfin, ça, c'est toute la grille de lecture que l'on doit avoir devant ce type de scanner. Alors, est-ce que c'est intéressant de faire des scanners corps entier ? Oui, clairement. Dans les traumas sévères, ça diminue la mortalité puisque ça va améliorer votre prise en charge thérapeutique ultérieure. Il y a une étude qui est une étude randomisée, l'étude REACT-2, qui est une grosse cohorte multicentrique européenne, qui a montré cependant que ces scanners réalisés du corps entier immédiatement, comparativement à une stratégie avec de l'imagerie uniquement focalisée sur les sites lésés, enfin sur les régions qui sont anatomiquement ou en tout cas cliniquement lésées, et bien finalement le scanner corps entier ne réduisait pas vraiment la mortalité intra-hospitalière ni à 30 jours. Mais il faut quand même faire attention aux résultats de cette étude parce qu'il y a un gros biais de contamination, puisque les patients qui ont été inclus dans la partie imagerie conventionnelle et scanner ciblé, au final, il y a 46% de cette population qui a quand même eu un scanner corps entier. Donc forcément, ça va diminuer un petit peu la différence d'effet que l'on souhaitait observer. On peut quand même noter, vous voyez, une tendance claire à la diminution de mortalité grâce au body scanner, notamment chez les patients qui ont des traumas cérébraux, puisqu'ils sont plus difficilement examinables, ou à ceux qui ont de multiples régions traumatisées, et ça, bien sûr, on pouvait s'y attendre. Alors, cette étude, elle a permis un grand nombre d'études, cette cohorte, pardon, elle a permis un grand nombre d'études ancillaires, dont une qui est assez intéressante, mais notamment pour les patients pour lesquels on pourrait se poser la question, est-ce que je fais un scanner corps entier ou est-ce que je fais un scanner ciblé parce qu'il n'a pas beaucoup de signes cliniques péjoratifs. Donc, ils ont fait tout un tas de propositions pour concentrer un peu les critères de Vittel et augmenter la valeur prédictive positive de lésions sévères avec nos scanners. Donc, quand vous lisez rapidement tous ces critères, eh bien, on se rend compte que globalement, le body scanner chez les patients sévères de grade A et B, de toute façon, il faut les faire. Et il faut les faire également chez les patients qui chutent d'une grande hauteur, donc plus de 4 mètres, ou qui ont un mécanisme en compression externe qui concerne le thorax ou l'abdomen. Donc, c'est un petit peu en fait en pratique clinique. Alors, un mot sur l'interprétation de ces scanners corps entier. Vous savez que ça représente entre 5 et 8 000 images, donc c'est beaucoup d'images. Pour interpréter toutes ces images, on a besoin de 20 minutes de lecture minimum, et ça, c'est quand le patient va bien. Ça peut atteindre facilement 1 heure quand on veut faire le compte-rendu et qu'il y a des lésions sur de multiples étages. Donc, de grâce, laissez-nous interpréter. Ne soyez pas tous là à nous interpeller toutes les 3 secondes pour savoir si ça saigne pas, où est-ce que ça saigne. On sera plus performant à regarder tranquillement les images 20 minutes, une demi-heure, et ensuite on pourra vous aider et surtout ne rien louper. Parce que les lésions manquées, finalement, eh bien, c'est pas rare, c'est environ 13% des scanners, et ça, c'est les résultats d'une étude qu'on avait pu réaliser avec un centre de téléimagerie sur plus de 2000 patients. Et on a pu montrer qu'une double lecture est quand même très intéressante, surtout si ces body scanners sont très sévères avec plus de 2 parties du corps traumatisées, ou pour les patients qui ont plus de 30 ans, donc sûrement parce que les patients au-delà de 30 ans ont peut-être plus de, je ne vais pas dire de comorbidité, ce n'est pas le mot, mais en tout cas plus d'anomalies acquises au niveau du scanner qui rend peut-être l'interprétation plus dure. Et évidemment, tous les patients instables ou stabilisés qui ont plus de lésions attendues, eh bien, il faut faire des doubles lectures. Et puis, on va essayer en imagerie d'utiliser les classifications, et donc les mêmes que vous, pour que l'on puisse avoir un langage commun et pour que ça puisse faciliter donc les prises en charge. Donc, je vous montre juste, parce que c'est la fête, j'ai l'impression, de notre président de société, le Montpellier Trauma Score, hein, que ça,
qui a été développé dans le service et qui fait partie des scores que l'on peut utiliser en pratique dans les traumas du bassin. Un score basé sur l'imagerie, et vous voyez qu'on a défini un certain nombre de régions anatomiques. Et plus vous allez avoir d'épanchements dans ces régions anatomiques, plus votre score va être élevé, et plus vous allez pouvoir ainsi prédire la nécessité de transfusion, de procédures hémostatiques, et puis, in fine, de mortalité. Donc, comme le disait Xavier, il est vraiment important de pouvoir évaluer ces épanchements, puisque ça va avoir un impact thérapeutique derrière. Donc, je voulais finir en vous montrant 3-4 cas cliniques sur des petits messages, pas très simples, non, 4 messages, je vais vous donner. Premier message, un patient ici qui a eu un AVP scooter non casqué. Vous voyez qu'il n'y a pas de fracture du rachis cervical, uniquement une petite fracture d'un condyle, où on pourrait se dire, voilà, c'est terminé, petite fracture du condyle, rien de grave. Mais comme on fait des vaisseaux du cou de façon systématique, eh bien, on peut ici aisément identifier que la carotide interne à droite, elle est parfaitement perméable, mais la carotide interne à gauche, vous voyez, elle a une diminution de calibre avec un flap intimal, elle est disséquée, puisque cette petite fracture c'est en fait la partie émergée de l'iceberg. Ce patient a très certainement eu un mécanisme en rotation latérale important qui a donc étiré cette carotide, créé un flap intimal et elle est disséquée. Donc les vaisseaux du cou, vraiment, même s'il n'y a pas de lésion apparente osseuse, eh bien, toujours les analyser. Un autre message concernant le rachis cervical, ce scanner-ci qui avait été interprété comme normal, ce qui me paraît tout à fait judicieux. Le patient revient 3 jours après avec des paresthésies des membres supérieurs et vous voyez que la radiographie réalisée est quand même sans appel puisqu'il y a un antélesthésis évident de C4 sur C5 et une IRM est réalisée montrant ces lésions en fait disco-ligamentaires sans lésions osseuses. Donc ça, c'est vraiment une des limites du scanner. Et quand on a des mécanismes en décélération ou en distraction, eh bien, il faut qu'on soit très attentif. Alors, le message ici, c'est pour être très attentif, il faut savoir regarder les parties molles, puisque sur le scanner initial, on peut voir ici déjà qu'il y avait un hématome épidural avec une anomalie antérieure du disque ici, qui était de hauteur diminuée comparativement aux étages sus et sous-jacents. Donc, ces dossiers nous ont permis de nous améliorer en sachant maintenant qu'on regarde le rachis, que ce soit cervical, dorsal ou lombaire, bien sûr, en fenêtrage partie molle, en fenêtrage osseux, mais également en fenêtrage partie molle, c'est fondamental pour ne dépister donc ce type de lésion très instable et nécessitant un traitement. Donc, regardez les parties molles. Un autre message aussi ici, et ça, c'est un patient qui avait bénéficié du protocole choc hémorragique. Vous voyez donc un patient très sévère, on le sent déjà au scanner, avec des reins qui sont complètement striés, des surrénales qui sont très blanches. Et dans ces cas-là, il faut faire attention à l'interprétation parce que ces reins qui sont striés ne sont absolument pas traumatisés. C'est ce qu'on appelle des reins de choc qui font partie du complexe d'hypoperfusion en scanner. Et ça, c'est quelque chose que l'on a pris maintenant aussi pour habitude de regarder parce que quand on a ces surrénales qui sont très blanches, quand on a cette rate qui n'est pas du tout rehaussée parce qu'il y a une vasoconstriction du réseau splanchnique, quand on a la veine cave inférieure très plate, eh bien, on peut alerter et vous alerter en disant, vous le savez déjà très probablement, mais en tout cas, ce sont des signes de gravité scanographique qui confirment les données hémodynamiques. Donc, dans ces cas-là, ce patient avait un saignement rétropéritonéal que je vais vous montrer juste après. Il a donc été au bloc pour être paqué. Et quand on fait le scanner après le packing, vous voyez ici d'ailleurs les compresses, eh bien, vous voyez que la perfusion des reins qui a pu être restaurée, elle est tout à fait normale et qu'il n'y a donc pas de traumatisme sur ces reins. Ce scanner-ci a été fait 4 heures après le premier scanner de choc hémorragique. Donc, ce patient qui était en choc hémorragique, vous voyez, il avait un hémopéritoine à la fast écho, mais en fait, cet hémopéritoine, il était lié certes à une rupture d'une petite branche de l'artère hépatique gauche, ici, qui saignait en intrapéritonéal, mais également à un arrachement de plusieurs artères lombaires, avec donc un hémorétropéritoine très important. Donc, ce patient a été paqué et puis ensuite ligaturé au niveau de ces artères qui saignaient. Et vous voyez le contrôle ici à J10 qui est tout à fait très bon avec un clip chirurgical et le patient qui a tout à fait pu récupérer sans problème. Je voulais vous montrer également ce type de traumatisme où on a un traumatisme du bassin et puis un très important hémopéritoine ici avec donc du sang en périphérie de la vessie.
Et dans ces cas-là, bien sûr, ces saignements peuvent provenir des foyers de fractures pelviens, mais il ne faut pas hésiter non plus à opacifier la vessie. Et c'est pour ça qu'on vous demande de la clamper pour augmenter la pression intravésicale et sur les temps tardifs, pouvoir identifier ces perforations du dôme de la vessie. Vous savez que les perforations du dôme de la vessie, comme c'est le cas ici, nécessitent une suture chirurgicale, alors que les perforations sous-péritonéales, comme c'est le cas ici, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez faire un traitement conservateur. Quand vous n'avez pas clampé la vessie, enfin la sonde urinaire, eh bien, mais que vous l'avez quand même posée, la sonde urinaire, eh bien, on peut remplir a posteriori la vessie avec du produit de contraste, c'est ce qu'on appelle un cystoscanner, et ça, c'est vraiment très performant. Et donc, quand on a des doutes diagnostiques, plutôt que d'attendre et de laisser le patient sur la table pendant 10 minutes, eh bien, il faut savoir proposer donc, cette opacification de la vessie et injecter par la vessie. J'avais un dernier exemple, mais je vois que j'ai largement dépassé mon temps, mais je vous le montre quand même, pour vous montrer ces patients qui ont des épanchements intrapéritonéaux. J'entendais que Xavier en parlait tout à l'heure, avec une absence de lésion des organes pleins. Vous voyez, le foie va bien, la rate va bien, mais on a des petites choses, on a une infiltration ici de la graisse, on a un côlon qui n'est pas très net. Eh bien, dans ces cas-là, il peut s'agir de signes indirects de traumatisme intestinal ou mésentérique. Et donc, dans ces cas-là, il faut recontrôler les scanners et il faut les recontrôler même si le patient va bien, parce qu'on peut démasquer ainsi des lésions qui vont s'aggraver, et notamment des perforations, le pneumopéritoine manquant dans à peu près 50% à la phase initiale des traumatismes digestifs. Et ici, vous voyez le scanner de contrôle à H12, où vous avez donc l'épanchement péritonéal qui s'est majoré et vous avez enfin l'apparition, c'est malheureusement trop tard, mais du pneumopéritoine, des signes de péritonite. Donc là, bien sûr, on affirme la perforation du grêle et la contusion du sécom. Donc, pour pouvoir détecter ces traumatismes intestinaux mésentériques, on a pu développer dans le service, à l'aide d'une cohorte du DARA, un score scanographique qui permet de potentialiser la détection des lésions graves, donc celles qui vont devoir aller au bloc opératoire. Et donc, on a tout un tas de petits signes, et puis on sait que certains signes sont très prédictifs en eux-mêmes, puisque le pneumopéritoine ou le trou directement visible dans l'anse digestive, évidemment, on va au bloc opératoire direct. Mais quand on a un saignement actif artériel, parfois, il faut qu'il soit associé à d'autres signes pour nécessiter d'aller au bloc opératoire. Sinon, on peut tenter des traitements conservateurs. Donc ça, c'est le type de lésion intestinale et mésentérique qu'on a du mal à dépister en scanner, même si elles sont évidentes d'un point de vue macroscopique. Eh bien, ces trous là, que vous avez dans le mésentère liés à des décélérations, eh bien, en scanner, ça apparaît juste sous la forme d'une petite infiltration comme ça, œdémateuse du mésentère. Donc, ce sont des signes subtils en scanner que nous, on est censé dépister pour pouvoir orienter ensuite la prise en charge. Voilà, donc je ne montrerai pas ce dernier cas parce que c'est la même chose. Et je vais conclure en vous proposant, pour que notre interprétation soit la meilleure possible, d'optimiser l'installation du patient avec tous les éléments dont on a pu parler. On va essayer d'adapter aussi le protocole à la sévérité, et c'est important que l'on soit informé du type de traumatisme, et on est vraiment très intéressé par savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les mesures de réanimation que vous avez déjà entreprises, parce que ça peut avoir un impact sur nos images. Sachez qu'on peut faire un scanner ultra rapide, même si le patient est instable hémodynamiquement, mais qu'on peut aussi, à l'inverse, si on a un traumatisme pénétrant, par exemple par une arme blanche, faire le scanner limité aux étages qui sont cliniquement lésés. Et n'hésitez pas à recontrôler les signes donc, non spécifiques de traumatisme intestinaux-mésentérique en refaisant des scanners. Et puis, on peut réaliser des cystoscanners si on a une suspicion de lésion vésicale et que la vessie est sondée. Et puis, bien sûr, on n'hésite pas, mais ça, c'est notre rôle de rechercher les lésions associées dans les territoires traumatisés. Voilà, merci beaucoup de votre attention.